Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis super heureuse de vous présenter mon interview avec Sylvia. Alors qui est Sylvia ? Sylvia est une Espagnole que j'ai rencontrée via la magie de Instagram. J'ai eu l'occasion de faire une petite vidéo avec mon superbe accent espagnol pour son école. Et donc c'est tout naturellement que j'ai pensé à elle pour qu'elle vienne nous parler de son parcours sur le podcast. Sylvia est une Espagnole et ça fait maintenant une paire d'années qu'elle vit en France. Et donc dans cet épisode, elle va nous partager son point de vue d'Espagnol sur la France. Donc on va découvrir son parcours, sa bonne humeur et son accent vraiment trop craquant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sylvia, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de ton activité sur Parents Voyageurs. Je suis hyper contente de te recevoir. Bonjour Émilie, bonjour à tous et à toutes. Je suis très ravie aussi d'être aujourd'hui ici. Ça me fait très plaisir. Je pense qu'on va parler de choses super intéressantes, ça va être trop bien. Alors Sylvia, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, alors, je m'appelle Silvia Cabello Fernández. Je suis une Espagnole originaire de Sabadell, une ville de Barcelone. Et depuis 11 ans, j'habite en France. Alors, pour vous expliquer, moi à Barcelone, j'étais institutrice. J'ai travaillé dans les écoles. Alors, moi, ma passion, c'est vraiment l'enseignement. Et en arrivant en France, j'ai dû m'adapter à les pays, à la langue. Et c'est comme ça que je suis devenue professeure d'espagnol, la profession laquelle je fais depuis 11 ans. J'étais professeure dans les lycées, j'étais professeure pour des particuliers, des centres de formation et actuellement formatrice d'espagnol online pour mon propre entreprise qui s'appelle Profeole. Alors, comment je suis arrivée en France? C'est la question. Oui, on veut tout savoir. Oh là là, l'amour. Je n'avais pas du tout dans mon plan de vie changer de pays, et pas du tout spécialement la France non plus. Je n'avais pas fait un Erasmus en France non plus, mais j'étais à l'année 2008, mars 2008, j'étais à Las Fallas de Valencia, que je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, Si. c'est une fête populaire top. Malheureusement, cette année, bien sûr, a été annulée, mais ça sert à que partir remise, c'est une super fête. Et chose de la vie, j'ai rencontré un Français dans tout ça. Je ne parlais pas français, il ne parlait pas espagnol, alors il ne faut pas me demander plus. Voilà. Et même pas un an plus tard, je suis déménagée en France. Et je peux dire que je n'ai pas regretté encore. Alors, ça va. 11 ans après, tu es toujours... 11 ans après, je peux dire que je suis pas, ou même pas un jour que j'ai regretté ma décision de venir en France habiter avec lui. Alors, Mais est-ce que tu avais appris le français à l'école? Parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui ont des notions de français quand même. Oui, non, c'est la génération de mes parents. À l'époque, sí que se faisait. Les Français, ils parlent anglais. Mais je suis de la génération qu'on faisait l'anglais à l'école, que c'est pas pour ça que j'avais un niveau mais j'avais les notions d'anglais. Et moi, français, j'ai jamais fait. J'avais fait une fois 3 mois avec un crédit variable. À l'époque, il y avait ça au lycée. Mais rien pour dire bonjour, rien, mais rien. Et j'ai appris le français. Je l'ai rencontré à mars 2008. J'ai passé cet été-là, 2008, en France. Et je suis super bavarde. Et j'arrivais pas à placer un mot. Et j'ai dit, non, Sylvia, il faut faire quelque chose parce que là, non, tu ne peux pas. Alors, en septembre, je me suis inscrite à l'Alliance française, qu'il y a beaucoup en Espagne. Et là, j'ai pris des cours. J'ai pris 6 heures par semaine. Hein. Je prenais des cours. Ah, vraiment, je l'ai fait. J'étais motivée, l'amour. Alors, même pas 6 mois, même avant, je me communiquais déjà en français. Mais communiquer, je ne peux pas dire que je parlais bien le français parce que même 10 ans après, je ne le parle pas bien encore. Mais si tu parles bien. Mais tu pouvais maintenir une conversation en français. Je suis arrivée en été 2009 et je suis allée toute seule dans toutes les administrations.
Et pour dire que l'administration française, il ne faut pas, hein, c'est pas un critique, c'est un constat, mais simple, elle n'est pas simple. Et je le faisais toute seule comme une grande. Alors, du coup, c'était pas Et mal. ça, franchement, c'est là que tu te dis que tu assures et que tu as un bon niveau, parce qu'une fois que tu commences à faire l'administratif dans une langue étrangère, c'est que c'est pas trop mal déjà. Je dois dire avec beaucoup de moments de frustration, et je ne vais pas les cacher, parce que parfois c'est un peu contradictoire l'administration, mais oui, je réussis comme une grande, tout seul. Mais alors, pourquoi tu as quitté ton boulot en Catalogne pour venir en France? Tu as tout quitté pour le suivre? Voilà. C'est quoi dans ta tête? Tu t'es dit, tu t'es pas dit, je vais faire quoi dans ce nouveau pays de ma vie? Parce que tu pouvais pas être instit en France, donc. Écoute, non. Je ne m'ai pas posé plus de questions comme ça. Je suis quelqu'un, je l'ai expliqué l'autre jour à une copine, je suis quelqu'un qui j'ai beaucoup de peur à niveau physique. J'aime pas pratiquer les sports d'aventure, j'aime pas. C'est sûr, j'ai pas le fait d'avoir mal ou tomber, je déteste, je sais pas, j'ai un traumatisme par rapport à ça. Par contre, j'ai zéro peur de sortir de ma zone de confort à niveau abstract ou psychologique. Changer de pays, changer de travail. On a déménagé dans plusieurs villes de la France. Et même ça me donne comme une adrénaline, que c'est justement ça que donne les sports d'aventure. Normalement, les gens qui le font disent, ah non, parce que bon, moi, les sports d'aventure, ça me fait zéro, pas du tout. Mais par contre, ces changements, c'est un côté, waouh, ça me plaît. Et c'est pas toujours facile, je dirais pas que c'est toujours super bien, mais je trouve toujours des côtés positifs. J'adore rencontrer de nouvelles personnes et tout ça, j'aime bien. Mais t'as pas peur en fait. Dans ce sens-là, aucun peur. Et donc du coup, c'est ça qui te permet justement de passer au-dessus de ça et de déménager sans problème. C'est fou ça. C'est vrai que maintenant, c'est la peur qui fait peur aux gens, enfin, c'est cette peur qui paralyse les gens et qui les rend immobiles dans leur projet de vie. Et donc, c'est une grosse chance d'avoir ça. Oui, dans ce sens-là, oui, c'est une chance. C'est vrai que maintenant, on a déménagé pas mal de fois et là, on a deux filles, deux petites et tout. Et c'est vrai qu'être loin de les deux familles, ça commence parfois à être un peu lourd à porter. C'est vrai qu'on commence à avoir envie de dire peut-être, soit se poser déjà et tout ça. Dans ce sens-là, oui. Mais dans les sens, par exemple, des projets personnels, sans parler dans des managements ou d'échanger des métiers, tout ça, ça me plaît. Je pense que c'est ça qui me donne. Avoir des projets, ça me nourrit en fait. Mais c'est la vie d'avoir des projets. C'est ça qui nous maintient et c'est hyper important. C'est génial que tu l'aies compris en tout cas. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Après, je sais que tout le monde ne voit pas la vie pareil. Hein, et c'est une autre fois, je compare avec les sports d'aventure, et quelqu'un me dira non, mais c'est super. J'entends ces discours, je les comprends, mais tous des skis, les genoux, ils me tremblent. Je suis incapable de descendre une piste. Alors j'imagine que cette sensation que j'ai sur mes skis, quelqu'un là en face de penser de changer de travail et tout ça. Exactement. Je me dis toujours que je préfère vivre sans savoir skier, par exemple, ou faire un autre sport d'aventure que perdre l'opportunité de sortir de ma zone de confort dans ce sens-là. Mais bon, peut-être c'est parce que je le fais plus facilement que skier. Je ne sais pas. Tu as peut-être des facilités d'adaptation que d'autres personnes n'ont pas. Et voilà, chacun en a d'autres. C'est dans ta personnalité. Voilà. Et avant d'être, quand tu étais à Barcelone, est-ce que quand tu as quitté Barcelone, tu avais quel âge sans indiscrétion? 26 ans. Parce que ça joue aussi. Tu ne bouges pas forcément de la même manière à 30 ans, 40 ans, etc. Et tu avais bougé avant je t'ai coupé, pardon. Non, je n'avais pas bougé. Et quand j'ai dit que je n'avais pas du tout les projets, je m'imaginais que j'allais continuer à vivre même dans ma ville. Parce que j'étais bien. Mais c'est pas... En fait, je ne m'avais même pas posé la question d'aller habiter ailleurs. J'étais bien ou j'étais tout. Je ne sais pas... Donc, tu t'es découverte, en fait, au fur et à mesure de... Voilà, d'abord ce premier déménagement en France, enfin ton expatriation en France, puis après tous tes nombreux déménagements en France, en fait. Tu t'es découverte comme ça. Ah oui, c'était toute une découverte, tout un apprentissage et ma capacité d'adaptation, je l'ai découvert en m'adaptant. Je ne savais pas non plus que j'avais cette capacité d'adaptation parce que je n'avais pas eu besoin de m'adapter à rien en quelque sens. Et quand j'ai quitté Barcelone, je venais de passer les concours
de professeur d'école. Je l'ai eu. J'ai fait l'année scolaire, les premières années scolaires pour valider le concours, parce qu'il faut le faire. Et après, j'ai demandé comme un permis, une excedencia, qu'on l'appelle, pour partir en France. Alors, du coup, beaucoup de monde me dit, mais ce que tous les enseignants veulent, c'est passer le concours, avoir sa place, et tout là, et tout part. Je dis, mais c'est pour ça que j'étais enseignante d'espagnol dans un lycée pendant 7 ans. Et je n'ai jamais même pas fait un essai de passer un concours. J'ai dit, mais moi, j'ai passé qu'un seul concours dans ma vie. Un an plus tard, je suis partie. Et actuellement, ça ne me sert à rien, dans le sens que je ne peux pas l'utiliser. Alors, je verrai bien si je veux travailler dans une chose ou non. Je peux le faire. Maintenant, je ne sentais pas le besoin de passer un concours. Et tu vois, la vie me l'a montré parce que maintenant, je ne suis pas du tout dans un système d'éducation nationale. Alors, du coup, comme ça. Au final, tu fais comme ça et ça va bien et ça fonctionne bien. Et oui, du coup, ça te correspond. Mais au moins, tu as ce diplôme. Si jamais vous revenez en Espagne dans quelques années, tu as ce diplôme et il pourra te resservir. Si tu oui, souhaites. oui, c'est sûr. Et normalement, j'avais un droit de minimum 2 ans et maximum 10. 10 ou 15, je ne sais pas. Alors, du coup, je pense que je l'ai perdu déjà. Mais regarde, c'est comme ça. Ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Si en 10 ans, je ne suis pas retournée, écoute, si un jour je retourne, je verrai bien. Et puis peut-être que si tu reviens en Espagne dans 10 ans, tu n'auras pas du tout envie de partir. Oui. Ah oui, tout à fait. Alors, comment c'est la France aux yeux d'une Espagnole? Waouh, super question. C'est la question philosophique du jour, parce que du coup, moi, je vois l'Espagne avec mes yeux de Française, et du coup, je suis très critique aussi vis-à-vis de mon pays. Alors, j'essaie de prendre des pincettes, tu vois, mais je suis assez critique du coup, parce que je connais très bien la France et nos travers. Mais alors, du coup, dans le sens inverse, comment tu vois la France avec tes yeux d'Espagnol? D'accord. Bon, déjà, normalement, j'essaie, je ne dis pas que j'ai réussi toujours, de voir le côté positif des choses. Mais il faut être réaliste. Et dans tous les pays, dans toutes les villes, dans toutes les choses, il y a des positifs et des négatifs. Ça, c'est évident. Alors, moi, personnellement, quand je suis arrivée en France, ce qui m'a manqué de plus, ce qui m'a choqué le plus, c'était au niveau de la météo. Quelque chose qu'on ne pourrait rien en pays. En plus, je suis arrivée en Rhône-Alpes, en Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, je ne sais pas si vous connaissez, elle est très connue pour les brouillards. Alors, moi, de Barcelone, habituée à beaucoup d'heures de soleil, là, ça m'a... dans ce sens-là, la météo, oui. Après, là, on est plus au sud, ça change, c'est comme ça, mais bon. La météo, après, c'est une chose, il n'y a personne qui aime plus les chauds, les froids, c'est pas grave ça. Autre chose, c'est les gens. Vale? Alors, du coup, on est très différents en France qu'en Espagne. Et toutes les choses ont son côté positif. Moi, j'ai trouvé que les Français, ils m'ont accueilli de façon très sympathique. C'est vrai. Parce que je dis toujours que les Français, là, je parle les Français, je rentre dans les généralités, parce que même si tout le monde me pareil, je considère que le Français, il est assez poli dans sa vie quotidienne, au moins par rapport à l'espagnol. Et dans la politesse, il y a l'amabilité, la cordialité au début. Mais en même temps, c'est aussi un peu plus froid. Alors, ils t'accueillent au début pour ce côté d'être agréable, mais pour entrer plus dans la carapace d'un français, c'est pas dur. C'est plus dur. Ça dépend aussi beaucoup de la région. Oui. Non, après, je te parle vraiment des Français en général. En général, quelle que soit la région. Parce que moi, si tu me dis, j'ai vécu 7 ans, pas à Bourg-en-Bresse, mais à côté, dans la région, et j'ai de bons souvenirs, mais incroyables. Après, j'étais tout le temps dans un entourage que, bon, c'était Sylvia l'Espagnol, ils étaient toujours sympathiques avec moi. Alors, pour ça, si je te parle de ma expérience personnelle, je tire que de positif. Aussi, j'ai la capacité les personnes que ça ne m'intéresse pas, je les ignore, et puis voilà. Et on a vécu dans un tout petit village à côté de Bourg-en-Bresse qui s'appelle Rigna pendant 5 ans, qu'encore on a notre maison là-bas. Et ce village, je peux te dire que quand on a dû le quitter pour déménager, j'ai pleuré plus que pour quitter Barcelone. Et ça, je te jure que c'est vrai.
parce que c'était les vraies ambiances village, tout le monde se connaissait, les personnes âgées te demandaient, et tu parles, j'adore parler, ouais, comme tu peux voir. Alors du coup, c'était la petite, c'était un peu comme à l'ancienne, tu vas en plus avec une épicerie en face. Ça, pour moi, c'était un cadeau du ciel d'avoir une épicerie en face. J'ai traversé la rue, j'ai pris mon café, j'ai acheté les pains, il y avait les petits vieux on parlait. Moi, ça, c'est le bonheur. Et après, on a déménagé à Bordeaux. Et j'ai pensé, j'étais super contente, j'ai pensé que j'allais adorer et tout. Parce que, et du coup, j'ai eu un claque dans le sens que c'est Espéry Village que j'avais, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est pas une critique, c'est une grosse ville, c'est comme Oui, ça. c'est parce que voilà, la taille de la ville n'est pas comparable, quoi. Oui, Tu ne voilà. peux pas retrouver une ambiance de Non, village, non. et c'est pareil en Espagne. Ce que tu Mais retrouves dans les petits pueblos, tu ne le retrouves pas du tout à Madrid. voilà. C'est absolument différent, quoi. Tout à fait. Après Bordeaux, magnifique. Tu trouves tout ce que tu veux. L'architecture elle est magnifique. Arcachon, Cap Ferret, tout ça, parfait. Mais j'ai eu du mal à avoir des liens vraiment très attachés, sauf un groupe vraiment très, très réduit de personnes. Alors du coup, comme quoi... C'est ça, mais quand tu as vécu quelque chose de très fort dans une ville, après, je veux dire, le niveau, il est élevé, quoi. Tu vois, c'est ça, et je pense que quelle que soit la région, quel que soit le pays, tu quittes quelque chose, un endroit où tu es bien, et après, la barre est haute, quoi. Ouais. C'est assez difficile. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui de l'Espagne? À moi, à pas avoir mon entourage espagnol tous les jours. Ouais, forcément, tu n'as pas les tiens. Ouais. À moi, c'est pas forcément... ça m'irait bien habiter un peu plus proche de la plage, peut-être. Bon, maintenant, je ne suis pas trop loin, mais on n'y va pas plus que ça. Mais ça, vraiment, c'est accessoire. Mais moi, c'est pouvoir dire, allez, on va boire un café. Oh, je passe chez toi, c'est ça. Ouais. Mais en quelque sorte, je me suis habituée. Je ne sais pas si on arrive à s'habituer, mais en quelque sorte, oui. Oui, Ouais. après, ça dépend combien de temps tu restes dans ta région, en fait, avant de déménager. C'est vrai que ça met du temps pour créer des liens profonds avec les gens, pour pouvoir avoir ça. Et si tu restes pas longtemps, tu n'as pas le temps, en fait. Tout de suite, tu changes de ville. Après, ça dépend, et c'est là que c'est aussi une question d'attitude. Je t'expliquais que justement, à Bordeaux, j'avais eu plus de mal à avoir ces liens-là avec beaucoup de monde. Je l'avais fait, mais après aussi, c'était la naissance de ma deuxième fille. La grande, elle était petite, il y a beaucoup de choses aussi. Mais quand on a déménagé de Bordeaux à Castres, je me suis dit, Sylvia, cette fois-ci, il faut mettre du tien aussi parce que tu peux pas, c'est pas la faute tout le temps du contexte, il y a quelque chose en toi. Et je suis arrivée à Castres avec, je vais profiter au maximum, et je l'ai fait depuis les minutes zéro. Les gens ici sont sympathiques, incroyables. Et depuis, assez rapidement, j'ai réussi à créer des liens. Comme quoi, c'est aussi ton attitude à toi, je pense. L'état d'esprit dans lequel tu es, parce que c'est vrai que si tu es stressé, fermé dans tes petits problèmes, tu ne seras pas ouverte, tu verras pas les gens quelque part qui te tendent la main parce que tu es tellement dans ta bulle. Et ça, c'est génial. Effectivement, l'état d'esprit, c'est canon. Donc toi, ton entourage, mais je veux dire, j'allais dire, ça te manque pas la gastronomie espagnole, mais moi, j'ai envie de dire, la gastronomie française, elle est juste à tomber. Écoute, moi, j'ai la chance que j'aime bien manger, tout court. Alors, non, moi, la gastronomie française me plaît, et la gastronomie espagnole aussi. Ce que j'ai fait rarement, et j'aime pas trop faire, c'est aller dans des restaurants espagnols en France. Parce que souvent, je suis dégoûtée. Mais c'est normal, j'irai jamais à Barcelone dans un restaurant français. Sauf si vraiment... habitué, c'est ça, ils ont habitué... Parce que les restaurants français, espagnols, ils ont espagnolisé vachement la cuisine française. Et je pense qu'ils font pareil. Oui, c'est pareil. Toi, les tapas, oui, je peux trouver, mais c'est pas pareil. En plus, moi, si je dois donner un conseil qui va en Espagne, les tapas, parfois, j'ai pas un bar concret parce que ça fait 10 ans que je suis plus à Barcelone, alors ça a changé. Mais j'ai dit, regarde, un bar que ça paye pas de mine. Que la cuisinière, si c'est possible, qu'elle soit un peu âgée.
Si elle est un peu costaud, encore mieux, parce que ça veut dire que ça va bien. Et c'est peut-être très, très cliché, mais tu cherches ces barres à tapas et tu manges comme jamais. Les patatas bravas de ta vie, c'est dans un bar comme ça. Et c'est clair, mais Et je te rejoins à voilà, 1000%, quoi. tu vois. Les meilleurs, le bar le plus moche, il faut Voilà, rechercher le bar le plus moche, le plus vieux, avec les voilà. plus anciens propriétaires, et là, tu es sûr Ah là, de... ah là, là, là. C'est ça, c'est tout à On fait a, ça. on a repéré le truc maintenant avec Voilà, le temps. c'est tout à fait ça le conseil que je donne pour les tapas. Et du coup, chez toi, alors vous êtes un couple franco-espagnol, vous cuisinez français, vous cuisinez espagnol, comment? Pues je cuisine à ma façon, ni une chose ni l'autre. Je ne peux pas dire que je cuisine à l'espagnol, parce que je ne fais pas ni cocidos, même paellas non plus. C'est fatal, horrible. Mais je ne cuisine pas non plus à la française, je ne sais pas, des pâtes naturelles également le soir ou des trucs comme ça. Non, non. Alors, je sais, en fait, on s'est habitué les deux à cuisiner et à manger comme on s'est fait à nous-mêmes, on s'est fait notre façon de manger à nous-mêmes, en fait. Non, Oui, c'est un non, je mix peux pas. entre les deux. Si, et on mixe entre les deux et en fait, au camp de les deux aussi. Hein, c'est pas, c'est comme ça. C'est vrai qu'on a les horaires français pour manger. Oui, Au vous début, êtes adapté aux ouais. horaires. Moi, au début, quand je suis arrivée en France, je disais, ah non, mais je ne peux pas dîner à 19h30, mais tu rigoles, c'est dégoûté en Espagne. Maintenant que j'ai les deux petites, parfois, hiver, parfois, c'était même pas 19h, on était à table, j'ai dit à Marc, ça, tu me l'as dit il y a quelques années. Ah, j'ai jamais cru. Et en fait, comme, finalement, ça va tout seul, et les rythmes te les marquent l'atmosphère, en fait. Hein. Exactement, mais finalement, on s'habitue à tout. Toi, tu fais partie des Espagnols qui sont vraiment à cheval sur les horaires décalés, genre tu mangeais à 15h, tu goûtais à 19h et le soir 22h. Ou Pas, parce pas, qu'on pas, rencontre les deux types différents d'Espagnols. Il y a ceux quand même qui sont quand même calés sur les horaires français. Ils mangent à 14h max, oui, 20h le moi soir. c'était plutôt manger 14h, goûter 17, 18. Après goûter, que tu ne fais pas un goûter comme les gamins, mais aller voir un café avec les copines, ça se fait beaucoup en Espagne après le boulot et tout ça. Et dîner 9h, 20h sans aucun souci. Hein. Mais bah, moi, 11h, en été et tout ça, peut-être si j'ai allé à boulot et tout ça, 11h, non. Mais 10h, c'est une heure tout à fait normale de dîner, oui, oui. Ça ne me choque pas du tout. Ah Maintenant, ouais, à on 10h, a j'ai beaucoup de déjà fait la digestion de mon dîner, maintenant. Nous, quand on entend nos voisins jouer au tennis à 21h, donc nous, on prend notre petit café avant d'aller se coucher, tu sais, avant de coucher les enfants, on entend les voisins en train de faire du sport sur leur terrasse, on se dit, mais du coup, ils font du sport, après ils vont se doucher, après ils vont manger. Nous, on sera déjà dans les bras de Morphée, tu vois. Oui, oui, c'est une façon différente. Ouais. Ouais, mais c'est très drôle, quoi. Mais après, on s'habitue à tout, hein. Oui, Surtout oui, quand oui. on a des enfants, ça nous aide aussi à nous rythmer, je pense. Pas qui m'ont fait prendre le rythme français. Oui, parce qu'après, Oui, pas heureusement. vraiment le choix, quoi. Ouais, ouais, on s'habitue à eux. Alors du coup, tes enfants, dis-nous, raconte-nous un petit peu leur histoire. Alors déjà, elles ont quel âge? Alors, on a deux filles. La grande s'appelle Aitana et bientôt elle va faire 5 ans, le mois de juin. Et la petite Olaya, qu'elle a tout juste 2 ans et demi. Alors, sont petites encore. Et du coup, ils se sont habitués un peu à vivre sans les cocons familiales extenses, on va dire. On est les quatre parce que comme on a déménagé plusieurs fois, il n'y avait pas ni la famille de Marc ni la mienne à côté. Mais on va en Espagne, on rentre notre savoir, ils sont épanouis, ils sont à l'aise comme si c'était hier qu'elles étaient là. Alors du coup, je me dis finalement qu'elles s'adaptent à tout, elles sont contentes de changer, ça ne les dérange pas, elles sont très sociables. Et puis, elles parlent le français. La grande, elle parle espagnol très bien, pas aussi bien que le français. Et la petite, pour l'instant, le français, elle commence. Et l'espagnol, elle dit quelques phrases, mais elle les comprend parfait depuis le début, en fait. Voilà, voilà. De quoi elles sont dans des écoles françaises au final? Si, dans des écoles, oui. Je n'ai pas cherché d'école bilingue ni rien. Oui, tu t'es dit que tu allais faire l'apprentissage de l'espagnol à la maison. Bon, déjà, t'es prof, donc ça aide.
après, mais même avec, elles sont petites encore, hein, mais à même ma grande, c'est assez naturel. Hein. Je lui explique une histoire en espagnol, mais j'ai pas fait, on va faire espagnol. Non, je parle espagnol et puis voilà. Et, non, j'ai pas pris le rôle non plus de professeur d'espagnol. Hein, Oui, parce que c'est même si je suis dans ton quotidien, tu lui parles espagnol ou tu lui parles français? espagnol, D'accord, toi tu lui espagnol. parles espagnol, ton mari lui parle français et en fait, du coup, elle switch comme ça Voilà. dans le quotidien. Après, c'est vrai qu'elles m'entendent beaucoup parler français parce que je parle avec mon homme, je parle français. Si je suis avec des autres familles, avec des enfants en français, je dois dire quelque chose parce que je parle français un peu parce que c'est un peu impoli, on dirait que. Mais sinon, je les parle en espagnol, oui. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, donc depuis toute petite, Et en elle est fait, baignée dans le bilinguisme, pardon. ouais. Et c'est ça un conseil que je donnerais ici. Je ne parle même pas depuis mon côté enseignante, mon côté maîtresse. Au-delà de ça, avec ça, je l'affirme encore plus, mais j'encouragerais à tous les parents qui ont peu importe quelle langue maternelle, peu importe si c'est une langue qui se parle beaucoup ou pas beaucoup, même si c'est un petit dialecte, peu importe. Si ça vous tient à cœur, parler à les enfants parce que ça les donne que des choses positives, c'est une façon de s'ouvrir au monde. Il ne faut pas penser que cette langue va te servir dans ce pays ou dans un autre pays, peu importe ça. C'est que quand on apprend une autre langue, on apprend une autre façon de voir le monde. On apprend qu'il n'y a pas seulement une autre façon de nous exprimer et de voir les choses. Et ça, c'est un apprentissage qu'il n'y a pas de prix pour ça. Alors, j'encourage à tout le monde à le faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu as raison parce que en plus, même si une langue qui est pas très connue, ça, chez l'enfant, ça active en fait une certaine partie du cerveau. Elles enclenchent on va dire, je sais pas moi, le mode langue. Et Oui. l'apprentissage après des autres langues, elles se font plus facilement, j'ai l'impression. Ouais, T'en ouais. penses quoi? Bon, il se montre, scientifiquement, c'est évident. Hein. Ils font des connexions neurologiques, on dit. Et ton cerveau, il est beaucoup plus flexible, ton cerveau, il est beaucoup plus rapide pour trouver certaines solutions parfois. Parce qu'ils ont compris depuis tout petit qu'il n'y a pas que le chemin A. Il y a A, B, C, et sinon, on peut trouver les D. Et c'est pour ça que c'est bien apprendre différentes langues. Avec ça, il ne faut pas non plus se frustrer. Si vous êtes dans un pays que c'est votre langue maternelle, il ne faut pas non plus, ça mon opinion, obliger à avoir des gamins bilingues à la maison quand vous ne sentez pas cette côté bilingue. Par exemple, un couple de Français qui habitent en France, un couple d'Espagnols qui habitent en Espagne, s'ils n'ont pas un amour ou un plaisir pour une autre langue qu'ils aimeraient apprendre à leur enfant, ça ne sert à rien non plus d'imposer un bilinguisme parce qu'après, ça ira mieux à l'école. De la même façon que c'est super positif si c'est fait naturel, ça ne sert pas beaucoup plus si tu le fais parce que c'est obligatoire depuis tout petit. Je pense qu'il faut vivre dans ces langues-là. Si tu vas le faire étudier une langue, perso, attends qu'il arrive au collège. Après, peut-être que je me trompe, c'est mon opinion, hein? Mais que le bilinguisme, il faut le faire de façon très naturelle. Si ça te vient du corps, tu le fais. Et sinon, il ne faut pas s'obliger. On n'est pas moins parce qu'on apprend qu'une langue. Déjà, si on apprend une langue bien, c'est trop bien aussi. C'est pas grave. Hein? De la même façon que je suis pour une chose, je suis pour l'autre. Hein? Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on se dit, il vaut mieux profiter que les enfants soient petits pour parler une deuxième langue. Donc, l'apprentissage de l'anglais, même en France, ils mettent un petit peu l'anglais à l'école primaire, etc. Est-ce que tu penses que, étant donné qu'elles ne sont pas en immersion, est-ce que ça change quelque chose qu'elles commencent très tôt, qu'elles arrivent très tôt dans leur vie, donc faire quelques heures d'anglais en maternelle, est-ce que tu penses que ça change quelque chose sur leur apprentissage général? Si. Je suis pour cette partie-là de rentrer dans l'école parce que déjà, c'est pareil, ils pratiquent l'oreille. Mais j'ai parlé dans le bilinguisme à niveau familial, la famille. D'accord. Parce que peut-être je ne me suis pas exprimée bien. Mais dans le sens que je connais des couples peut-être qu'ils aimeraient bien que son fils ou sa fille apprenne l'anglais. C'est trop bien, c'est sympa. ¿Vale? Et parfois, ils s'obligent
il s'oblige, j'ai dit, l'adulte, il s'oblige. C'est pas qu'il est passionné pour l'anglais et qu'il adore et qu'il voudra l'apprendre à son fils. Non, sinon vraiment qu'il s'oblige parce qu'il pense que c'est obligatoire. Et il les pose des dessins animés en anglais ou il faut faire un truc en anglais. Quand il y a ce côté de il faut, ça ne sert à rien. Moi qui sois mis dans le système, non. Moi qui sois mis dans le système scolaire, mais d'une façon agréable, avec des enseignants qui sont formés pour et qui le font parce que vraiment ça les plaît, pas parce qu'ils ont été obligés et cette demi-heure ça les dérange beaucoup et ça les casse les pieds non plus, ça ne va pas grand-chose. Moi, je suis ouvert à toutes les expositions, à peu importe quelle langue et peu importe combien de langues, si tout se fait dans le côté positif et qu'on veut de plaisir, autant au niveau familial comme scolaire. Après, peut-être c'est une vision très flower power, mais c'est comme ça que je vois les choses. Non, mais ça a beaucoup plus de sens quand c'est vrai quand tu es en immersion ou quand tu as un des parents qui parle la langue, ça change tout. Nous, on le voit, les enfants, la vitesse d'apprentissage en immersion, leur manière de s'exprimer, on n'aurait jamais pu avoir ce niveau-là en leur faisant prendre des cours juste comme ça, tu vois, ou leur mettre juste des dessins animés. Ça aide, mais là, ils ont capté l'état d'esprit espagnol, ils ont capté la culture et ils se comportent complètement différemment, que ça soit en espagnol ou en français. Tu vois, l'histoire de la traduction des mots, se dire qu'il y a des mots qui existent en espagnol et qu'on ne peut pas traduire en français parce que ce n'est pas dans notre culture. Ça, c'est que dans l'immersion, en fait, qu'on apprend ça. Ouais. Et c'est rigolo ce que tu dis parce que c'est tout à fait ça. Quand on parle une langue, notre attitude, elle n'est pas pareille. Il y a un poids émotionnel par rapport à notre vision de cette langue et de cette culture. Et quand je parle français, je suis Sylvia pareil, mais je ne m'exprime pas pareil, je n'ai pas les mêmes codes de comportement que quand je l'ai fait en espagnol. Et ça, personne ne l'apprend, c'est quelque chose que tu apprends de façon parallèle. C'est tous les côtés qui ne sont pas du tout linguistiques, tous les côtés paralinguistiques qui sont super intéressants dans la langue. Et en fait, moi, à mes élèves, maintenant que j'ai des élèves online, je les dis, je ne parle jamais pour vendre, entre guillemets, ou pour convaincre les cours d'espagnol. Jamais je dis, est-ce que l'espagnol, il est parlé à la moitié du monde, en Espagne, je ne dis jamais ça. Que c'est une vérité, et c'est bien, et une fierté, tout ce que tu veux. Je dis toujours, à toi, parler espagnol, ça te prend dans les tripes, ça te prend dans le corps, ça te tient au corps. Ou quand la personne dit, parle espagnol, il te dit ça, il sourit. Je dis, c'est bon, on peut travailler ensemble. C'est ça, parce que si finalement, le seul objectif, peut-être, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais le seul objectif finalement d'une langue, c'est pour réussir à avoir une langue de plus dans ton CV, ou passer un examen, comme beaucoup parmi nous, on a passé des examens en anglais et on a réussi. Et après, quand on doit parler anglais, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça doit être quelque chose de plus qui te pousse à apprendre cette langue. Et il n'y a rien comme que ça te tienne encore, peu importe pourquoi. Hein. Mais parce que tu adores, parce que tu as fait un voyage, peu importe. Parfois c'est pas forcément qu'on a des origines, hein, ça peut être mille choses. Mais à un moment qu'il y a cette sourire quand ils ont dit parler espagnol, alors c'est bon. Là, on peut travailler, ça va aller, et tu vas apprendre, c'est sûr. Et du coup, ta capacité, elle est décuplée parce que je vois, nous, on a quand même appris l'espagnol à 35 et 40 ans. Denis, lui, il avait fait 0-0 espagnol, tu vois, donc en l'espace de 2 ans, il parle très bien espagnol maintenant, et du coup, il se fait comprendre, même s'il y a toujours des voir sur l'accent, prononciation, etc., mais il se fait très bien comprendre avec ses équipes, et tu te dis, effectivement, à un moment donné, il y a eu un déclic dans notre tête en disant qu'il fallait qu'on s'y mette, et en l'espace d'1 an, on est passé, en tout cas, Denis, il est passé de 0 à je tiens une conversation en 1 an à 40 ans, alors qu'on se dit toujours, oui, c'est plus facile d'apprendre une langue quand on a 5 ans que quand on a 40. Mais effectivement, si derrière il y a un objectif, l'envie... Et en plus, vous êtes vraiment dans la vraie immersion totale, et 2, les besoins, les vrais besoins. Et là, t'as pas il y a rien plus. Tu peux aller à la banque, ouvrir ton compte en banque, ou quand tu vas faire tes papiers à l'administration, si tu piges pas un mot d'espagnol, tu oublies, parce qu'ils parlent pas anglais non plus. Donc, t'as pas le choix. Donc, c'est aussi la survie. Et c'est pour te dire que il faut aussi parler la langue pour se faire des amis. Non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais il n'y a rien comme avoir un vrai besoin, hein, c'est sûr.
Est-ce que tu aurais malheureusement, on va être obligé quand même d'arrêter là parce qu'on est déjà dans le timing. Est-ce que tu Effectivement. pourrais, conclure avec un petit mot de la fin, nous parler de quelque chose qui te tient à cœur, un message que tu veux faire passer? Bon, je me lance. Est-ce que Avoir t'inquiète. une phrase, si je devais dire une phrase par rapport à quelqu'un espagnol qui vient habiter en France, déjà, je dirais, ou même pas quelqu'un qui déménage, tout court, peu importe où, je dirais que c'est finalement, on reçoit ce qu'on donne, même si c'est un peu typique et très coaching et mental, nanana. Je pense que c'est vrai. Ton attitude, c'est très important. Alors, c'est sûr et certain, dans les pays où tu vas aller, il y aura des choses négatives. C'est sûr et certain, il y a beaucoup de choses qui vont te manquer de ton pays. Mais si tu t'attaches à les choses qui te manquent et qu'à les choses négatives, ton existence tout seul, tu vas te la pourrir. Alors, si malgré les choses qui te manquent, tu arrives à voir les côtés positifs et profiter de ces côtés positifs de ces pays et ignorer les négatifs parce qu'on peut ignorer certaines choses, ta vie sera beaucoup plus belle. Malgré qu'il y aura des moments comme tout dans la vie, hein, c'est normal. Mais je pense que dépend les lunettes que tu te mets pour regarder la vie, ça change tout. Alors, Mais surtout si vous déménagez, tu as mettez raison. les bonnes lunettes et puis voilà. Oui, c'est surtout pour les personnes qui s'expatrient un petit peu à contre-cœur, parce que quand tu dois suivre ton Oui, conjoint dans une expatriation qui n'est pas forcément voulue, choisie, ouais. c'est difficile, Ça mais c'est vrai effectivement, ça aussi. peut bien se passer si C'est tu vrai, essayes de voir Émilie. le positif. Émilie, c'est vrai que j'ai vécu dans ce sens-là l'expatriation. J'ai tombé amoureuse, c'est tout bien passé. La personne avec laquelle je venais, il est français. Alors, du coup, le contexte français, je l'avais déjà, si tu veux, je pourrais profiter de son entourage pour créer des liens. Chose que quand on arrive à deux ou tout seul dans un pays, c'est pas pareil. Je l'ai fait parce que c'est moi qui ai choisi ça. Alors, c'est tout à fait différent. Mais ce conseil, c'est faisable pour tout le monde. De Oui, façon plus facile à porter à la pratique, ou moins facile, mais c'est faisable, je pense. oui, ouais. Bah, de toute façon, c'est soit tu acceptes, de t'expatrier, même si c'est à contre-cœur, autant faire en sorte que ça se passe bien Voilà. et donc faire le maximum, sinon, bah, on part pas. Après, c'est une question de choix, mais effectivement, tu as raison, il faut mettre les bonnes lunettes. Ça, j'adore cette expression, elle est géniale. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Sylvia, c'est vraiment super Merci à sympa de toi. m'avoir accordé du temps. C'était vraiment super intéressant. Écoute, tu reviens quand tu veux pour nous parler de la France, de Bon, l'Espagne, de Barcelone et quand tout ce que tu tu veux. m'inviteras, j'y reviendrai. Merci beaucoup Sylvia. Merci à toi. J'espère que cette interview vous a plu. L'énergie de Sylvia est vraiment incroyable. Elle a le don vraiment de nous booster et ça nous donne vraiment envie de sortir de notre zone de confort quand on l'entend. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de mettre les bonnes lunettes pour voir la vie un peu plus belle. Je trouve que c'est vraiment, ça lui ressemble beaucoup et c'est vraiment une belle leçon, je trouve. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez soutenir le podcast, c'est très simple. Vous avez juste à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un petit commentaire au passage. Et voilà, et ça m'aide à gagner en visibilité. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao!